Merci beaucoup pour la parole. Bon, nous allons aussi parler un peu de ce qui concerne le désastre en rapport avec les aspects géologiques et topographiques. Mais avant de le faire, nous allons situer le secteur d'études. Euh, Ovira, c'est une ville qui est située entre la longitude 29,1239 et 29,1650 longitude est et entre 3,3386 et moins 3,4436 de latitude sud. Euh, Elle est élevée à une altitude moyenne de 800 mètres et c'est une ville qui s'allonge parallèlement à la plaine côtière du lac Tanganyika. Du point de vue géomorphologique, la ville d'Uvira se trouve dans le Western Rift Valley, Africa comme nous le savons. C'est toujours dans l'extrême nord-ouest du lac Tanganyika, au sud de la plaine de la Ruzizi. Son relief est caractérisé par de grands ensembles géomorphologiques qui sont distincts. Il y a d'abord la plaine littorale et le versant oriental de la chaîne de mont Mitumba. Et c'est sur ce versant oriental de la chaîne Mitumba où est construite la ville d'Uvira. La ville d'Uvira présente un réseau hydrographique très dense, constitué du lac Tanganyika. Il y a aussi des rivières qui prennent naissance dans la chaîne de Mitumba, située à l'ouest à plus de 1500 mètres d'altitude. Ça, c'est une altitude qui est moyenne. Vous pouvez voir ici les différents types de rivières qui traversent la ville d'Ovira. Il y a la rivière Kalmabenge, il y a la rivière Molongwe, il y a la rivière Kanvivira, il y a ainsi que la rivière Kala. Mais parmi les rivières qui ont causé beaucoup de dégâts, la rivière Kalmabenge et Kala ne sont pas concernées. Et le climat est de type tropical humide, caractérisé par une alternance de saisons de pluie, allant de septembre en avril, et d'une saison sèche qui va de mai en août. Avec cette altitude de 3 degrés 24 minutes sud, nous pouvons encore dire que la ville fait partie de la zone intertropicale. Son module pluviométrique annuel moyen est plus ou moins 800 mm. Ça, c'est la précipitation moyenne dans la ville, avec une température moyenne annuelle de 24 degrés Celsius. En ce qui concerne la végétation, on y trouve des marais, il y a aussi des prairies mouilleuses. Les marais ici et les prairies mouilleuses, on les observe toujours au bord du lac Tanganyika. Et il y a aussi la savane herbeuse. Cette savane herbeuse aujourd'hui est en dégradation suite à l'occupation humaine. Il y a aussi la forêt claire qui se localise sur le mont Mitumba, comme mon prédécesseur vient de le montrer. Cadre géologique, du point de vue lithostratigraphique, la géologie d'Ouvire ici se caractérise par des ensembles lithologiques. Nous avons des roches précambriennes métamorphiques du Burundi. Nous avons aussi des roches récentes du Cénozoïque du rift Tanganyika. En ce qui concerne les roches précambriennes métamorphiques du Burundi, nous avons remarqué que ce qui affleure là-bas, ce sont des gneiss. Il y a des schistes, il y a aussi des micaschistes qui sont affleurés.
En ce qui concerne les roches récentes ou les formations récentes du Cénozoïque, du rift Tanganyika, ce sont des ensembles sédimentaires. Ce sont des ensembles sédimentaires. Euh, Parlons un peu de désastres dans la ville. Ce qui a été remarqué, nous avons remarqué que les désastres en rapport avec les aspects géologiques sont expliqués par la géodynamique externe. Cela veut dire qu'il y a eu d'abord l'attaque des roches par ce qu'on appelle l'altération. Cette altération est due à la présence de l'eau. Lorsque la roche est chaque fois en contact avec la roche, c'est l'hydrolyse qui va causer cette altération. La roche va s'altérer et après, elle va subir ce qu'on appelle une érosion des roches. La roche qui se trouve en place va s'éroder et suite à la présence de l'eau, il y aura un transport de sédiments. Ce transport aussi est dû aussi à la pente et vers l'aval, disons dans la ville, qu'est-ce qu'on va observer? On observe directement une sédimentation. Euh, Ceci est expliqué, je peux dire que ce n'est pas la présence de différents blocs que nous observons. Il y a des blocs que nous observons, il y a des galets, il y a des cailloux, il y a des sables dans les lits des rivières, il y a même formation des ravins en pleine ville. Ici, nous pouvons voir comment est-ce que les roches ici affleurées vers l'amont du bassin versant ont été altérées et jusqu'à produire ce qu'on appelle le bloc. Il y a des galets dans les lits de la rivière, dans les lits de la rivière Canvivira. Et on a observé aussi un grand ravin qui cause chaque fois beaucoup de dégâts. Selon les autochtones, ils ont dit que ça cause des dégâts chaque année lorsqu'il y a de fortes pluies. C'est le ravin de Nyarumanga qui est au-dessus de la cathédrale, au-dessus de la cathédrale d'Uvira, de la ville d'Uvira. Ces ravins ici de Nyarumanga, ce qu'on a observé en tant que géologue, les roches qui affleurent là-bas, ce sont des schistes, des mécaschistes. Mais ces roches ici sont vraiment altérées, extrêmement altérées par la présence des eaux. Si ces ravins même, nous avons observé qu'il y a une source d'eau. Donc la roche qui affleure à Nyalmanga, elle est en contact chaque fois, en contact avec de l'eau. Ce qui fait à ce que chaque fois quand il y a de fortes pluies, il y a des glissements de terrain. Donc c'est un glissement qui est successif parce que c'est un glissement qui présente plusieurs paliers. Et ces mêmes ravins ici, lors des fortes pluies, produit des coulées boueuses. Ces coulées boueuses ici qui sont transportées par de l'eau jusqu'à aller attaquer le niveau de la cathédrale en pleine ville ainsi que la place communément appelée monument. Vous pouvez voir ici l'image de ces ravins qui est un grand ravin de Vira, c'est le ravin de Rumanga. De part et d'autre, il y avait des roches qui affleuraient, des roches consolidées, mais avec le temps, et suite aussi à la présence de l'eau, parce que nous venons de signaler qu'il y a des sources d'eau en amont de ces ravins, des sources d'eau en amont de ces ravins. Donc, la roche qui était consolidée s'est directement transformée en boue, s'est transformée en sol. Et le sol qui est là, il est un peu argilé. Et ce qui fait, quand il y a de fortes pluies, ça cause directement des couches savantes, ça cause des glissements chaque fois. Plusieurs maisons sont construites sur les dépôts. Ça, c'est un constat qu'on a encore fait.
Beaucoup de maisons sont construites sur les dépôts sablonneux. Et ces maisons ici ne résistent pas lors de pluies diluviennes, de vents violents. Ici, vous pouvez voir l'exemple d'une maison qui a été érigée au-dessus du sable. Et cette maison ici est directement attaquée par un petit cours d'eau qui passe à côté. Les dégâts s'intensifient encore beaucoup plus là où les berges ne sont pas consolidées. Nous avons remarqué que là où les berges ne sont pas consolidées, il y a beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Sur l'image ici, vous pouvez observer, nous sommes vers l'aval de la rivière Kalimabenge. Il y a une maison qui était érigée, qui était construite loin de la rivière, mais avec le temps, vous pouvez voir maintenant la situation actuelle. La maison est déjà attaquée, elle est détruite. Pourquoi? Parce que elle a été construite sur un dépôt de sable. Il y a un dépôt de sable. Mais ce cas n'a pas été remarqué dans toutes les rivières vers l'amont. Parce que vers l'amont, il y a beaucoup de roches mères qui affleurent et tous les cours d'eau sont encadrés par les roches. Il n'y a pas de débordement. On observe des dégâts lorsque on est vers, on est vers l'exutoire, on est vers l'aval de ces cours d'eau. Le constat qui a été fait encore sur terrain, nous avons remarqué que, je vais expliquer ça à travers ce petit schéma. Euh, Nous avons remarqué que, vu que la ville a été construite sur les talus, sur les pieds du Mont Mitumba, il y a chaque fois des hydrogrammes à forte pente qui sont créés. Lorsque nous parlons des hydrogrammes à forte pente, cela veut dire que les eaux viennent avec de fortes vitesses, du fait qu'il y a de fortes pentes, de fortes vitesses avec de forts débits, et comme les eaux viennent, ruissellent avec de forts débits, elle essaie un peu amener à charrier des matériaux comme le sable, les blocs et les galets, et jusqu'à directement transporter ces galets jusqu'au niveau de la ville. Et un autre aspect que nous avons remarqué sur le terrain, c'est l'aspect hydrogéologique. Aspect hydrogéologique. Nous avons constaté qu'à Ouvira, il y a d'abord, actuellement, il y a problème d'eau. Cela veut dire qu'il y a des nappes phréatiques qui sont non exploitées. Et ces nappes phréatiques qui sont non exploitées créent aussi des sérieux problèmes. Ça crée des sérieux problèmes parce que ça favorise les ruissellements. Ça favorise les ruissellements du fait que l'infiltration est ralentie. Il n'y aura plus beaucoup d'infiltration. Et comme la zone est déforestée, les eaux de précipitation ou bien les eaux de pluie, quand elles arrivent, au lieu de s'infiltrer, parce que les nappes sont presque perchées, sont superficielles, les eaux n'auront pas le temps, ils n'ont pas le temps de s'infiltrer, mais directement, elles ruissellent et favorisent beaucoup de ruissellement et beaucoup de dégâts aussi. Et c'est ces ruissellements ici qui vont créer des cris, des cours d'eau, qui par la suite causent les inondations. Pour finir, nous avons essayé aussi de donner certaines recommandations. Euh, les recommandations que nous avons essayé d'énumérer, nous avons vu que d'abord, le problème c'est la déforestation. Il faut qu'il y ait un reboisement des montagnes surplombant toute la ville d'Uvira. Et pour respecter cette recommandation, je trouve que nous avons trouvé qu'il faut qu'il y ait une construction des centrales hydroélectriques qui permettra à la première recommandation d'être respectée. Lorsque le courant et l'électricité est permanente, les gens n'auront pas le temps encore d'aller déboiser.
Il y a aussi une autre recommandation, ça concerne quoi? La protection et correction des berges. Les berges doivent être protégées, doivent être corrigées, surtout vers la vallée de toutes les rivières traversant la ville. Il faut qu'il y ait dragage de tous ces dépôts de sable dans toutes les rivières, ce qui va permettre aux eaux de bien couler jusqu'au niveau du lac Tanganyika. Les secteurs à forte pente aussi, les secteurs à forte pente devront être réservés pour la végétation. Ce qu'on a observé à Ouvira, il y a même des maisons qui sont perchées. Il y a même des maisons qui sont perchées avec ces secteurs-là devraient quand même être abandonnés et les gens quand même devaient mettre une végétation pour qu'il y ait une protection de toute la ville. Les lits de rivière aussi ne devront pas être cultivés car on a remarqué que dans de part et d'autre des lits, il y a des petits champs et c'est ce qui favorise encore une forte sédimentation vers l'aval. Il faut qu'on exploite les nappes phréatiques comme il y a carence d'eau et la population a besoin de cette eau-là. Il faut que ces nappes-là soient quand même exploitées. Je peux continuer. Et je parlais que des nappes aussi phréatiques devront aussi être exploitées pour les besoins de la population. Voici, hmm, il faut qu'il y ait une bonne urbanisation. Cette bonne urbanisation va permettre à une bonne conduite des eaux, des surfaces vers les lacs sans dégâts. Et l'État aussi doit quand même être responsable de tout ceci. Je peux revenir un peu sur la deuxième recommandation, là où nous avons dit qu'il faut qu'il y ait une construction de centrales. Nous savons que ce n'est pas vraiment une solution, c'est pas une chose qui peut être faite maintenant là, mais quand même, on peut toutefois envisager de le faire avec les temps. Mais quand même, d'autres recommandations pourraient être exécutées, pourraient être faites sans aucun problème si l'État congolais essaie quand même d'y mettre un peu d'accent. Merci beaucoup.